Je m'appelle Henriette Kermoal. J'ai 68 ans et si vous m'aviez dit il y a encore 6 mois que je deviendrais celle qui ferait tomber l'un des plus gros réseaux de fraude bancaire de France, j'aurais souri poliment en sirotant mon thé. Pourtant, ce matin de février 2025, alors que je regardais la mer grise fouetter les rochers d'Erquy depuis ma baie vitrée, je venais de comprendre que ma vie de retraité paisible venait de prendre un tournant que même mes 32 années dans la Marine nationale ne m'avaient pas préparé à affronter. On dit souvent que la méfiance est un défaut. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une qualité qui m'avait sauvé la vie plus d'une fois. Et ce jour-là, cette méfiance allait me sauver bien plus que ça. Tout a commencé 3 semaines plus tôt, un mardi matin glacial. J'étais allée à ma banque habituelle à Saint-Brieuc, la Banque régionale de l'Ouest, comme chaque début de mois pour vérifier mes relevés. À 68 ans, on ne plaisante pas avec l'argent, surtout quand on vit seul avec une pension de retraite militaire correcte, mais pas extravagante. Mon conseiller habituel, M. Lecor, un homme discret d'une 50aine d'années que je connaissais depuis 10 ans, m'avait toujours paru honnête. Ce matin-là, il m'a fait entrer dans son bureau avec son sourire professionnel. « Madame Kermoal, j'ai une excellente opportunité pour vous », m'a-t-il dit en ouvrant un dossier bleu marine. Un placement garanti par l'État, spécialement conçu pour les retraités de la fonction publique. Rendement de 4,5%, aucun risque. J'ai écouté, j'ai posé des questions. Tout semblait parfait, trop parfait. Il parlait de fonds d'investissement sécurisés, de garanties gouvernementales, de paperasse simplifiée. Il voulait que je place 95 000 €, presque toutes mes économies. C'est le moment idéal. Avec la réforme des retraites complémentaires qui arrive en mars, vous allez perdre de l'argent si vous ne bougez pas maintenant, insistait-il. Mais voilà, j'ai passé 3 décennies à naviguer dans des eaux troubles, à détecter les mensonges, à repérer les incohérences. Et là, quelque chose clochait. Ses yeux fuyaient légèrement quand il parlait des garanties. Il tournait son stylo entre ses doigts, signe de nervosité que j'avais appris à décoder chez les jeunes marins menteurs. J'ai souri poliment, j'ai dit que j'allais réfléchir et je suis partie avec tous les documents. Le soir même, installée dans mon salon avec vue sur la baie de Saint-Brieuc au loin, j'ai épluché chaque ligne du contrat. Et c'est là que j'ai vu les anomalies. Des clauses en petits caractères qui permettaient à la banque de prélever des frais de gestion exorbitants, des mentions floues sur la possibilité de réaffectation des fonds selon les opportunités du marché et surtout une adresse de domiciliation du fonds qui correspondait à une simple boîte postale au Luxembourg. J'ai alors fait ce que toute ancienne militaire ferait. J'ai mené mon enquête. Internet est une arme formidable quand on sait s'en servir. J'ai découvert sur plusieurs forums de consommateurs que d'autres retraités s'étaient plaints de placements similaires proposés par la même banque dans différentes agences des Côtes d'Armor et du Finistère. Certains avaient perdu des dizaines de milliers d'euros. Les témoignages étaient glaçants. On m'a dit que c'était garanti par l'État. Mon conseiller m'a assuré que c'était sans risque. Quand j'ai voulu récupérer mon argent, on m'a dit que le fonds avait fait faillite. Le schéma était toujours le même. Des conseillers bancaires ciblant des personnes âgées, souvent veuves ou isolées, leur promettant des rendements miraculeux, puis l'argent disparaissait dans des montages financiers opaques. J'ai passé des nuits blanches à compiler les informations. J'ai découvert que le même type d'arnaque se répétait dans toute la France, avec une coordination troublante. Les montants étaient calculés pour rester sous les radars. Jamais plus de 100 000 € par victime, juste assez pour ne pas déclencher d'enquête bancaire automatique. Le mode opératoire était rodé, pression temporelle, jargon technique pour impressionner, confiance établie sur des années de relations clients normales, et surtout, les victimes avaient honte. Elles ne portaient pas plainte, pensant avoir été stupides. Mais moi, Henriette Kermoal, je n'avais pas honte. J'avais la rage de voir qu'on s'attaquait aux plus vulnérables, à ceux qui avaient travaillé toute leur vie, qui faisaient confiance au système. La rage de réaliser que Monsieur Lecor, avec son air bienveillant, était en réalité un prédateur. Et la rage de comprendre que si ça fonctionnait si bien, c'est qu'il y avait forcément une protection, une couverture en olio. C'est alors que j'ai pensé à Lucas, le 4e, un gamin de 20 ans que j'avais pris sous mon aile en 2003 quand il était arrivé, tout maigre et tremblant pour son service militaire à la base navale de Brest. Il était doué avec les ordinateurs, brillant même, mais timide et perdu. Je l'avais aidé,
protégé des brimades, orienté vers la cybersécurité militaire. Aujourd'hui, en 2025, Lucas était commandant et dirigeait l'un des sites les plus sensibles de la défense française en matière de cyberattaque. Nous étions restés en contact, il m'appelait Tati Henriette et venait me voir à Erquy 2 ou 3 fois par an. Je l'ai appelé un soir, fin février. « Lucas, j'ai besoin de toi. » Pas de l'officier, du garçon que j'ai connu. Il a immédiatement compris le sérieux de ma voix. 2 jours plus tard, il était chez moi, en civil, avec son ordinateur portable. Je lui ai tout raconté, montré mes recherches, expliqué mes soupçons. Il m'a écouté sans m'interrompre. Ses yeux bleus devenus durs comme l'acier. « Tati, si ce que tu dis est vrai, on parle d'un réseau organisé. Ce genre de système ne tient que s'il y a une tête pensante, quelqu'un qui protège l'ensemble. » a-t-il dit en faisant défiler mes documents sur son écran. « Laisse-moi creuser, j'ai des outils que les civils n'ont pas. » Pendant 1 semaine, Lucas est venu chaque soir après son service. Il travaillait dans mon salon face à la mer, ses doigts volant sur le clavier. Il ne me disait rien, mais je voyais son visage se durcir de jour en jour. Et puis, un vendredi soir, il a refermé son ordinateur et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. « Tati, c'est bien plus gros que ce qu'on pensait. J'ai remonté les flux financiers, analysé les métadonnées des transferts bancaires. Il y a au moins 50 conseillers bancaires impliqués dans toute la France, une quinzaine d'agences de la Banque régionale de l'Ouest, mais aussi de la Banque maritime et de Crédit Breton. Les fonds sont siphonnés vers des sociétés écrans au Luxembourg, puis redistribués. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros sur les 3 dernières années. » J'ai senti mon sang se glacer. Mais qui orchestre tout ça? Comment peut-il opérer sans se faire prendre? Lucas a hésité, puis a rouvert son ordinateur. J'ai trouvé quelque chose, mais c'est explosif. Les sociétés écrans ont toutes le même actionnaire final, dissimulé derrière plusieurs couches de holding. J'ai dû utiliser des bases de données confidentielles. Techniquement, je ne devrais même pas avoir accès à ça sans mandat. Il a tourné l'écran vers moi. Le bénéficiaire ultime, c'est lui. Sur l'écran, le visage d'un homme d'une 50aine d'années, sourire éclatant, costume impeccable. Je l'ai reconnu immédiatement. Député des Côtes-d'Armor depuis 15 ans, Yves Kervadec. L'homme qui se présentait comme le défenseur des retraités bretons, qui faisait régulièrement des interventions à l'Assemblée nationale sur la protection des seniors, qui avait été réélu en 2022 avec 63% des voix. Celui-là même qui avait inauguré la nouvelle maison de retraite d'Erquy l'année dernière, serrant des mains, embrassant des grands-mères, promettant de protéger leurs droits. « Ce salaud !» j'ai murmuré. Tout prenait sens. La protection dont bénéficiait le réseau, l'absence d'enquête malgré les plaintes sporadiques, la coordination parfaite entre les différentes agences. Kervadec utilisait son statut, ses connexions, son image de défenseur des faibles pour couvrir la plus grande arnaque aux personnes âgées que la Bretagne ait connue. Lucas refermait son ordinateur. « Tati, je peux transmettre tout ça à la police judiciaire, lancer une enquête officielle. Ça prendra du temps, mais il finira par tomber. » J'ai regardé la mer par la fenêtre, les vagues tenaient contre les rochers, inlassables, patientes, mais implacables. « Non, Lucas, si tu fais ça, ces avocats vont tout enterrer. Il va utiliser son immunité parlementaire, gagner du temps, faire disparaître des preuves. Il faut frapper fort, vite et de manière irréversible. Tu te souviens de ce que je te disais à la base? Dans la marine, quand on identifie une menace, on ne négocie pas, on neutralise. » Il m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» J'ai passé la nuit à élaborer un plan. Pas question de violence, pas question d'illégalité flagrante. Non, ma vengeance serait froide, méthodique et surtout, elle utiliserait les propres armes de Kervadec contre lui. La technologie, la communication et l'opinion publique. Le lendemain matin, j'ai exposé mon idée à Lucas. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas créer un dossier numérique complet, avec toutes les preuves, les flux financiers, les noms des conseillers impliqués, les témoignages des victimes que j'ai collectés, et surtout, le lien direct avec Kervadec.
Tu vas anonymiser les sources pour protéger ta carrière, mais rendre le tout inattaquable juridiquement. » Lucas hochait la tête, ses doigts pianotants déjà. « D'accord, et après ? » ?»« Après, on va faire ce que ce réseau n'a jamais anticipé. On va rendre tout ça public, mais pas n'importe comment. En même temps, sur tous les fronts. Les médias, les réseaux sociaux, les autorités de contrôle bancaire, l'Assemblée nationale, le parquet financier. Une déflagration coordonnée qui ne lui laissera aucune échappatoire. « Tati, c'est risqué, s'il découvre que c'est nous avant qu'on déclenche tout. » »« C'est pour ça qu'on va être malin. Je vais retourner voir Monsieur Lecor, lui dire que je suis prête à investir. Je vais faire semblant de tomber dans le piège. Pendant ce temps, tu prépares tout en coulisses. Et le jour où je signe, on déclenche l'opération. Ils seront tellement occupés à se réjouir de m'avoir eu qu'ils ne verront rien venir. » Lucas a souri, ce sourire de gamin malicieux que je n'avais pas vu depuis des années. « Tu es diabolique, Tati. » »« Non, je suis juste une vieille femme en colère qui a passé sa vie à défendre son pays. Et là, je défends mes semblables. » Les 2 semaines suivantes ont été les plus intenses de ma vie. J'ai rappelé Monsieur Lecor, lui ai dit que j'étais convaincue que je voulais placer mes 95 000 €. Son soulagement était palpable au téléphone. Il a fixé un rendez-vous pour le 15 mars pour finaliser les documents et procéder au virement. Pendant ce temps, Lucas travaillait comme un forcené. Il a compilé un dossier de 230 pages avec des annexes, des captures d'écran, des analyses forensiques bancaires. Il a utilisé des contacts dans la presse, préparé des communiqués, identifié les journalistes d'investigation susceptibles de mordre sur une telle affaire. Mais il manquait un élément, un témoignage en direct, quelque chose d'humain qui toucherait les gens. C'est là que j'ai pris ma décision la plus audacieuse. J'ai contacté France 3 Bretagne, leur émission d'investigation complément d'enquête régionale. Je me suis présentée comme une lanceuse d'alerte. J'ai proposé un reportage exclusif sur une arnaque aux retraités. Ils ont d'abord été sceptiques, puis, quand je leur ai donné quelques éléments, sans révéler Kervadec, ils ont mordu. Une journaliste, Claire Pennec, est venue me voir discrètement à Ercuy. Je lui ai tout raconté, montré une partie des preuves. Ses yeux s'écarquillaient au fur et à mesure. « Madame Carmoral, si ce que vous dites est vrai, c'est le scandale de l'année. Mais il me faut du concret, du filmé, du direct. Vous l'aurez. Le 15 mars, je vais signer dans l'agence de Saint-Brieuc. Votre équipe sera dehors, caméra cachée. Quand je sortirai, je ferai une déclaration. Et au même moment, Lucas enverra le dossier complet à tous les médias nationaux, à l'autorité de contrôle prudentiel, au procureur financier et au groupe parlementaire de l'opposition. Ça fera l'effet d'une bombe. » Claire a réfléchi, puis a tendu la main. Marché conclu. « Mais madame, vous réalisez que vous allez vous mettre en danger. Ces gens ne plaisantent pas avec des sommes pareilles. » J'ai souri. « Ma petite, j'ai navigué dans des zones de guerre, j'ai affronté des pirates au large de la Somalie, j'ai survécu à une tentative d'abordage en mer de Chine. Un député corrompu et ses sbires ne me font pas peur. » Le 15 mars 2025 est arrivé. Un matin froid mais clair. Le genre de journée où la mer d'Erquy scintille comme du cristal. Je me suis habillée simplement, un pantalon gris, un pull marin bleu, mon éternelle veste en jean. J'ai regardé une dernière fois la baie depuis ma fenêtre, respiré profondément, et je suis partie pour Saint-Brieuc. Dans mon sac, une fausse autorisation de virement que Lucas avait préparée, suffisamment crédible pour tromper le corps le temps nécessaire. À 10 heures précises, j'entrais dans l'agence. Monsieur Lecor m'attendait, tout sourire. « Madame Kermoal, quelle joie de vous voir. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie, je vous assure. » Il m'a fait entrer dans son bureau, a sorti les documents, m'a fait signer plusieurs formulaires. À aucun moment il n'a mentionné les risques, les clauses cachées. Rien. Juste les gains mirobolants que j'allais faire. Parfait. Il ne reste plus qu'à valider le virement et dans quelques jours, votre argent sera placé de manière optimale, a-t-il conclu en se frottant les mains. J'ai sorti mon téléphone. Monsieur Lecor, avant de faire le virement, j'ai une dernière question. Est-ce que Monsieur Kervadec, notre député,
c'est que vous utilisez son image pour arnaquer des retraités. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Son visage est devenu livide, puis rouge. Je ne vois pas de quoi vous parlez, madame. » Bien sûr que si. Je sais tout. Les sociétés écrans, le Luxembourg, les 50 conseillers, les millions détournés, et surtout, je sais que Kervadec est derrière tout ça. J'ai posé sur le bureau une clé USB. Tout est là-dedans. Et dans exactement 5 minutes, ce contenu sera envoyé à tous les médias de France. Le corps s'est levé d'un bond, a voulu attraper la clé USB, mais j'étais déjà debout, la clé dans ma poche. « Vous êtes folle, vous n'avez aucune preuve, on va vous détruire !» Au contraire, j'ai toutes les preuves. Et vous savez ce qui est drôle ? Vous venez de me faire signer des documents qui prouvent votre tentative d'escroquerie. Tout est enregistré. J'ai montré mon téléphone, l'application d'enregistrement vocal tournait depuis mon arrivée. Merci pour votre coopération. Je suis sortie du bureau sous son regard pétrifié. Dans le hall de l'agence, les clients attendaient tranquillement. Personne ne se doutait de rien. Dehors, Claire Pennec et son caméraman étaient positionnés discrètement. Je me suis avancée vers eux et Claire braquait sa caméra. « Madame Carmoal, pouvez-vous nous expliquer ce qui vient de se passer ?» J'ai regardé droit dans l'objectif. Je viens d'échapper à une tentative d'escroquerie orchestrée par la Banque régionale de l'Ouest en collaboration avec plusieurs autres établissements bretons. Un réseau organisé qui cible les personnes âgées depuis au moins 3 ans, leur soutire leurs économies grâce à de faux placements garantis. Des dizaines de millions d'euros détournés, des centaines de victimes. Et à la tête de ce réseau, un homme que nous avons tous élu pour nous protéger, Yves Kervadec, député des Côtes-d'Armor. Au même moment, je savais que Lucas appuyait sur « Envoyer ». Le dossier complet, 230 pages de preuves irréfutables, partait vers 15 destinataires simultanément. Le Monde, Libération, France Info, Mediapart, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le Parquet national financier, les présidents des groupes parlementaires, le médiateur de la République. Impossible à étouffer, impossible à ignorer. Claire me bombardait de questions. Je répondais calmement, méthodiquement. Derrière moi, je pouvais voir le corps sortir de l'agence en titubant, son téléphone collé à l'oreille, paniqué. D'autres conseillers sortaient, alertés. Le piège se refermait. Les 3 heures qui ont suivi ont été surréalistes. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes de toute la France voulaient m'interviewer. À 13 heures, l'information était partout. Scandale bancaire en Bretagne, un député accusé d'avoir organisé une arnaque aux retraités, titrait Le Monde. Des millions d'euros détournés, le système Kervadec dévoilé, annonçait Libération. Les réseaux sociaux explosaient. Le hashtag KervadecGate était en tendance nationale. À 15 heures, le procureur de la République financière annonçait l'ouverture d'une enquête préliminaire. À 16 heures, la présidente de l'Assemblée nationale convoquait Kervadec. À 18 heures, celui-ci donnait une conférence de presse désastreuse où il niait tout en bloc, parlait de complot, de manipulation. Mais son visage tremblant et ses incohérences le trahissaient. À 20 heures, le journal de France 2 ouvrait sur mon visage, mon témoignage, puis déroulait l'enquête de Claire Pennec. Je regardais tout ça depuis mon salon à Erquy, Lucas à mes côtés et une tasse de thé à la main. La mer, devant nous, continuait son ballet éternel. « Tati, tu réalises ce que tu viens de faire ? Tu as fait tomber un réseau entier en une journée !»« Non, Lucas, nous avons fait tomber un réseau. Toi, avec ton intelligence, moi, avec ma méfiance. On a protégé des centaines de personnes qui auraient été les prochaines victimes. » Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix de femme, âgée, tremblante. « Madame Carmoal ? Je m'appelle Jeanne Le Goff, j'habite Paimpol. Je viens de voir le reportage. Mon conseiller à la Banque maritime m'a proposé le même placement il y a 2 mois. J'ai failli accepter, c'était toutes mes économies, 72 000 euros. Grâce à vous, je n'ai rien signé. Je voulais juste vous dire merci. Merci d'avoir eu le courage que je n'avais pas. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Madame Le Goff, c'est moi qui vous remercie. Votre appel me rappelle pourquoi je l'ai fait. » Les jours suivants ont été un tourbillon. L'enquête s'est élargie à une échelle que même Lucas n'avait pas anticipée. Le parquet a découvert que le réseau s'étendait bien au-delà de la Bretagne.
touchant aussi la Normandie, les Pays de la Loire, même la région parisienne. 53 conseillers bancaires ont été mis en examen, 17 dirigeants d'agences et 7 cadres supérieurs. Les perquisitions ont révélé que plus de 48 millions d'euros avaient été détournés sur 4 ans, concernant près de 600 victimes. Kervadec a été placé en garde à vue le 18 mars, puis mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment de fraude fiscale et abus de confiance aggravé. Son immunité parlementaire a été levée dans la semaine. Les enquêteurs ont retrouvé des villas au Portugal, un yacht à Monaco, des comptes aux îles Caïmans. L'homme qui pleurait sur la détresse des retraités vivait comme un prince avec leur argent. Monsieur Lecor a craqué le premier. Lors de son interrogatoire, il a tout avoué, donné tous les noms, expliqué le système. Il a raconté comment Kervadec les recrutait lors de séminaires bancaires, comment il les protégeait en faisant pression sur les directions régionales, comment il touchait 30% de chaque arnaque réussie. Les victimes ont commencé à porter plainte en masse, enhardies par mon témoignage. Des associations de défense des consommateurs se sont constituées partie civile. Quant à moi, je suis retournée à ma vie tranquille à Erquy. Enfin, presque. Car depuis cette affaire, ma boîte à lettres déborde de lettres de remerciements. Des retraités de toute la France m'écrivent pour me raconter leurs propres mésaventures bancaires, me demander conseil, simplement me dire merci d'avoir montré qu'on pouvait se battre. J'ai même reçu une lettre du ministre de l'Économie me félicitant pour mon sens civique exemplaire et m'invitant à participer à un groupe de travail sur la protection des personnes âgées face aux arnaques financières. Lucas, lui, a reçu une décoration pour service rendu à la nation dans le cadre d'une opération de cybersécurité d'intérêt majeur. Évidemment, la citation officielle est restée vague, mais lui et moi savons ce qu'elle signifie vraiment. Il vient toujours me voir à Erquy, on boit du thé face à la mer, et parfois on repense à cette journée de mars où nous avons prouvé qu'une grand-mère méfiante et un jeune officier pouvaient faire tomber un empire de corruption. Ce matin, 6 mois après les événements, je suis allée me promener sur la plage d'Erquy. La marée était basse, découvrant les rochers couverts d'algues, les petites mares où les enfants chassent des crabes. Une femme d'une 60aine d'années m'a abordée timidement. « Excusez-moi, vous êtes bien Madame Kermoal ? Je voulais vous remercier. Mon père était l'une des victimes de Kervadec. Il avait perdu 80 000 euros, toute sa vie de travail. Grâce à votre action, la justice a pu saisir les avoirs du réseau. Papa va récupérer presque tout son argent. Il a 82 ans et grâce à vous, il va pouvoir finir sa vie dignement. » Je l'ai serré dans mes bras, cet inconnu qui me remerciait pour avoir simplement fait ce qui me semblait juste. Nous avons parlé quelques minutes, puis elle est repartie en me promettant d'inviter son père à venir me voir. J'ai continué ma promenade, les pieds dans l'eau froide, le vent scellé dans les cheveux. 68 ans, retraité de la marine, habitant d'Erquy avec vue sur mer. Mais aussi, désormais, celle qui a prouvé qu'on n'est jamais trop vieux pour se battre, jamais trop seul pour faire la différence, et que la méfiance, quand elle est mise au service de la justice, devient une arme redoutable. Je pense souvent à toutes ces personnes qui m'écoutent aujourd'hui, où qu'elles soient. Si vous m'écoutez depuis votre cuisine en Alsace, depuis votre balcon en Provence, depuis votre salon au Québec ou ailleurs dans le monde, sachez que cette histoire est aussi la vôtre. Car nous sommes tous un jour ou l'autre confrontés à l'injustice, à la trahison, à l'envie de baisser les bras. Et ce jour-là, rappelez-vous qu'une vieille Bretonne méfiante a décidé de ne pas se laisser faire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez. De quelle région, de quel pays venez-vous ? Écrivez-le en commentaire, car nous aimons savoir jusqu'où voyagent nos histoires, jusqu'où résonnent ces vérités qui font trembler les puissants. Le procès de Kervadec et de son réseau est prévu pour le printemps 2026. Je serai là, au premier rang, pour témoigner. Non pas par vengeance, car la vengeance est un plat qui se mange froid, et le mien a déjà été servi. Non, je serai là par respect pour toutes les victimes, pour Jeanne Le Goff de Paimpol, pour le père de cette femme sur la plage, pour tous ceux qui ont failli tout perdre. Et peut-être aussi pour rappeler à ceux qui penseraient recommencer que la méfiance des anciens n'est pas de la paranoïa, c'est de l'expérience, c'est de la sagesse. C'est cette petite voix qui vous dit que quelque chose cloche et qu'il faut toujours l'écouter. Car voyez-vous,
si j'ai appris quelque chose durant mes 32 années dans la marine, c'est que les tempêtes ne préviennent pas. Elles arrivent soudainement, violemment, et seuls ceux qui ont appris à lire les signes survivent. Ce jour de février, quand M. Lecor a tourné son stylo entre ses doigts, j'ai lu les signes, et j'ai choisi de ne pas subir la tempête, mais de la déchaîner contre ceux qui pensaient pouvoir naviguer impunément sur le dos des plus faibles. Aujourd'hui, alors que je termine mon thé face à la baie d'Erquy, que je regarde les goélands tournoyer au-dessus des vagues, je me dis que ma vie de retraité n'est finalement pas si tranquille que ça. Et vous savez quoi? C'est très bien comme ça. Car l'âge ne devrait jamais être une excuse pour accepter l'injustice, pour fermer les yeux, pour se taire. Au contraire, c'est notre responsabilité de transmettre, de protéger, de montrer aux plus jeunes qu'on peut toujours se battre, peu importe notre âge. Lucas me dit souvent que je suis son héroïne. Moi, je lui réponds que nous sommes une équipe. L'expérience et la technologie, la méfiance et l'intelligence. Ensemble, nous avons fait ce qu'aucun de nous n'aurait pu faire seul. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon de cette histoire. On est plus fort ensemble, quand les générations s'entraident, quand les compétences se complètent. Rappelez-vous, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Alors voilà, c'est mon histoire. L'histoire d'une grand-mère qui n'a pas voulu être une victime, qui a transformé sa méfiance en enquête, son enquête en bataille et sa bataille en victoire. Une victoire pour tous ceux qui pensaient que la justice n'existait pas pour les gens ordinaires, que les puissants étaient intouchables, que personne ne les écouterait. Je m'appelle Henriette Kermoal, j'ai 68 ans et j'ai fait tomber l'un des plus gros réseaux d'escroquerie bancaire de France depuis ma maison d'Erquy, avec une vue sur la mer, une tasse de thé et la certitude inébranlable que le mal ne doit jamais rester impuni. La mer, devant ma fenêtre, continue de battre les rochers. Inlassable, patiente, implacable. Exactement comme la justice devrait toujours être. Ici, les vérités coupent plus fort que les armes. Parce que parfois, ce n'est pas la force physique qui fait tomber les tyrans, mais la ténacité d'une conscience qui refuse de se taire. On m'a souvent dit que la méfiance était un défaut, que je voyais le mal partout, que je devais apprendre à faire confiance. Mais cette méfiance, cette vigilance que j'ai cultivée toute ma vie, a sauvé mon argent, puis celui de centaines d'autres personnes. La leçon que je veux transmettre est simple. Ne vous laissez jamais intimider par le costume, le titre, le sourire professionnel. Posez des questions, exigez des réponses claires et écoutez votre instinct. Et si quelque chose vous paraît trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Les prédateurs comptent sur notre politesse, notre confiance, notre honte. Mais nous ne devons ni politesse ni confiance à ceux qui veulent nous détruire. Et surtout, rappelez-vous, l'âge n'est pas une faiblesse, c'est une force. Nos années nous ont appris à décoder les mensonges, à repérer les pièges, à ne plus accepter l'inacceptable. Alors, utilisons cette force, transmettons-la et montrons au monde que personne, absolument personne, n'est trop vieux pour faire la différence. Parce qu'au bout du compte, ce qui compte n'est pas l'âge que l'on a, mais le courage que l'on choisit de montrer. Merci de nous avoir écoutés. Et nous vous donnons rendez-vous dès demain pour un nouveau récit. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. Et un abonnement à notre chaîne serait très apprécié pour nous permettre de continuer dans cette voie et vous offrir toujours de plus belles histoires. À très bientôt.